Ça va relativement bien. Ma situation est pas exceptionnelle, disons. Oui, alors, évidemment, il y a plusieurs personnes qui ont déjà parlé là, des problèmes avec la police, simplement pour rappeler quand même que, il y a un état d'exception et puis en même temps, la police, continue aussi son travail, habituel. Les prisons, sont encore pleines, et il y a seulement les tribunaux qui fonctionnent plus tellement et donc, le 6 avril, par exemple, en Ontario, André Campbell, qui est un homme de 26 ans qui souffrait de graves problèmes de santé mentale, a reçu une visite de la police. C'était pas la première fois que la police allait le visiter pour des problèmes de bruit et d'appels de plainte. Et donc, cette fois-ci, ils lui ont tiré dessus. En fait, ils l'ont abattu. Donc, ça, on pourrait dire, c'est un peu la routine habituelle de la police au Canada qui continue, en fait, dans des interventions auprès de personnes souffrant de graves troubles de santé mentale, de se rendre à leur domicile et de les abattre. C'est pas un peu d'ailleurs, c'est tout à fait décourageant qu'on fasse encore face à des situations comme ça. Il y en a eu tellement, et que donc 4-5 policiers se sentent menacés par un individu chez lui, c'est tout à fait décourageant. Évidemment, tout ça n'a absolument rien à voir avec la COVID-19, mais c'est simplement pour rappeler qu'il y a des problèmes avec la police qui continuent par ailleurs. Je ne vais pas vous donner plein d'anecdotes. Je pense que tout le monde en a vu, même les journalistes et les chroniqueurs mainstream de cyberpresse, par exemple, ou quelquefois de Radio-Canada, attirent notre attention ou rapportent des anecdotes de voisins qui filment ou qui dénoncent ou qui appellent la police contre leurs voisins. Euh, donc ça, on a eu, tout le monde a entendu ce type d'anecdote. Je vais quand même rappeler la citation du chroniqueur de la presse, Pierre Foglia, qui a été rappelée par Patrick Lagacé. Donc, mais c'est une citation qui date de près de 30 ans maintenant. Pour ceux qui se rappellent du chroniqueur Pierre Foglia, c'était un habitué, en fait, de propos qui dénonçaient tout esprit de collaboration, de délation. Il détestait toute délation. Et je le cite, il disait c'est quoi un État policier? Ce n'est pas quand la police est au pouvoir, ça c'est une dictature. L'État policier, c'est quand une majorité de citoyens se réveillent le matin avec une arme de flic. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui en appellent aux interventions policières, à plus de police, à plus de plaintes. Et il y a quelques semaines, quand le premier ministre François Legault, le fameux bon père de famille, faisait ses points de presse quotidiens, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les journalistes, en fait, posaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions avec beaucoup d'insistance sur est-ce que la police va pouvoir donner des amendes, est-ce que la police va pouvoir intervenir chez les gens, est-ce que la police va pouvoir arrêter des gens. Ça, c'était avant qu'ils aient ces pouvoirs-là. Et donc, les journalistes et les médias étaient vraiment dans un esprit de police, un esprit de matraque. Et donc je ne sais pas, moi, j'hésite à faire des prédictions. Je sais qu'il y a des collègues et des intellectuels et des analystes qui essaient de deviner qu'est-ce qui va arriver après. Moi, je suis pas très doué là-dessus. Je pense que c'est un peu risqué. On n'est pas le Weatherman, on n'est pas le Weatherman, on n'est pas des météorologues. On peut voir un peu où le vent souffle, mais c'est toujours risqué de, de faire des prédictions. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que la situation de la pandémie, avec ce qui a été mis en place en termes de contrôle policier et de répression policière, rappelle quelque chose qui était parfois des fois oublié par ceux qui sont vraiment des adeptes des théories de Michel Foucault, par exemple, qui disent ah, le pouvoir, c'est pas quelque chose qui est au-dessus de la société, c'est pas quelque chose que détient quelqu'un, le pouvoir, ça circule, le pouvoir, c'est dans les interstices, tout le monde a du pouvoir, c'est dans les relations, il faut arrêter cette vision à la Thomas Hobbes d'un État léviathan qui est au-dessus de la société et qui a le pouvoir. Ben oui, effectivement, il y a du pouvoir partout, dans des groupes d'affinité, dans des groupes militants d'ailleurs, à l'université, entre nous, dans des couples hétérosexuels ou pas d'ailleurs. Il y a du pouvoir partout, c'est sûr, mais cet État que le mouvement altermondialiste disait qu'il était en train de disparaître à cause du néolibéralisme, il est toujours là, il a toujours des capacités incroyables, en fait extrêmement puissantes.
il n'a pas diminué, il ne s'est pas ratatiné. Il a évidemment abandonné certains types de services. Il a déplacé des fonctions, il a déplacé des budgets, mais l'État est tout à fait là dans sa forme la plus, je dirais, caricaturée. Et, euh, et sa forme la plus caricaturée, maintenant, c'est cette police, c'est la police. Et David Graeber, donc l'anthropologue anarchiste assez connu, qui avait publié un livre qui s'appelle Pour une anthropologie anarchiste, disait à propos de l'approche plus à la Foucault, il disait, en fait, il reste encore, malgré tout ce que on dit à partir de Foucault, il dit, je cite David Graeber, c'est la menace de cet homme armé d'un gros bâton, donc le policier ou le garde de sécurité privé, est omniprésent dans notre monde. La plupart d'entre nous ont renoncé à l'idée même de franchir les innombrables lignes et barrières qu'il crée, seulement afin de ne pas avoir à se rappeler son existence. Et selon les situations, donc encore une fois, je ne dis pas que le COVID nous permet de prévoir ce que ça va devenir dans l'avenir, mais en tout cas, ce que c'est clairement, le COVID nous montre ce qu'il y a dans le présent, c'est-à-dire que quand il y a des situations de crise, il y a des gens qui se rappellent qu'en fait, ah ben oui, finalement, la police est encore là et qui ont tendance à l'oublier. Donc, on a vu ça, par exemple, au G20 à Toronto en 2010. Ça commence à être vieux, mais bon, je suis un ancêtre maintenant. Où je me rappelais, où il y avait eu 1200 arrestations, j'entendais des Canadiens de Toronto qui passaient aux nouvelles et qui disaient, je ne peux pas croire qu'au Canada, la police nous arrête de manière arbitraire et abusive. Ben oui, au Canada, ça arrive tous les jours, en fait. Peut-être pas à John, qui a les yeux bleus, les cheveux blonds, qui est d'origine anglo-saxonne et qui étudiait à l'Université de Toronto la musique, par exemple, en tout respect pour John d'ailleurs. Mais la police, elle est toujours là. En 2012, pendant la grève pendant le printemps de la matraque, il y a beaucoup de collègues, moi je suis à l'université aussi, donc en ce moment, mais je suis proche de l'université aussi, il y a beaucoup de collègues qui ont réalisé qu'il y avait de la répression policière contre les mouvements sociaux au Québec. Évidemment, plusieurs personnes le savaient depuis longtemps, mais là, ça touchait tellement de monde, ça touchait tellement de jeunes, y compris des classes moyennes et des gens, des fois, peu politisés à l'avance, que là, les gens ont réalisé que la police est encore là. En France, il y a eu le même phénomène avec les Gilets jaunes. Plusieurs collègues, plusieurs universitaires ont dit, ah ben tiens, finalement, c'est bizarre, c'est comme si la police était un appareil répressif de l'État. Ben oui, c'est ça. Et donc là, avec le COVID, évidemment, ils ont le prétexte de dire que c'est pour des bonnes raisons, c'est pour la santé publique, c'est pour sauver des vies. Mais en fait, tout le monde leur apparaît comme indésirable maintenant. Tout le monde qui se promène, tout le monde qui circule dans l'espace apparaît comme suspect. Et la police, c'est une institution qui, indépendamment des individus et de leur motivation à l'intérieur de cette institution, est une institution qui a beaucoup de pouvoir, énormément de pouvoir, qui est armée et qui jouit une certaine immunité. Toute institution de pouvoir peut abuser de son pouvoir. Évidemment, dans des situations d'exception, les abus sont d'autant plus inquiétants. Oui, alors la notion de profilage, juste pour rappeler, là, peut-être que je dis des banalités, mais la notion de profilage, c'est quelque chose d'assez précis dans les comportements ou les études des personnes en situation d'autorité, la police y compris, évidemment, au premier chef, comme on pourrait dire. C'est que, en fait, les policiers vont agir de manière différenciée selon qui ils pensent que vous êtes, indépendamment de ce que vous faites. Euh, donc, moi, je donne souvent mon exemple. Je suis un homme blanc, euh, classe moyenne aisée. Je ne suis pas en situation d'itinérance. J'ai un certain capital social. Et donc, moi, par exemple, je peux utiliser un banc de parc de manière peut-être inappropriée, c'est-à-dire m'allonger ou m'asseoir sur le dossier plutôt que sur le banc lui-même. Et les risques que je reçoive une contravention sont pour ainsi dire nuls. Je pourrais cracher par terre, je pourrais traverser la rue à mauvais endroit. Les risques que j'ai une contravention sont nuls et même que je me fasse avertir sont à peu près nuls, alors que si je suis une personne en situation d'itinérance ou si je suis un jeune d'origine, disons, haïtienne ou jamaïcaine à Montréal-Nord, les risques sont beaucoup plus élevés. Donc ça, c'est exactement ça le profilage, c'est-à-dire que pour le même comportement, vous n'êtes pas traité de la même manière. Il y a certaines catégories sociales qui sont pour laquelle la police est moins tolérante. Elle intervient plus vite et elle intervient de manière plus abusive ou en tout cas
plus, par exemple, les peines seront plus sévères. Ils vont tirer l'élastique de la possibilité de donner des amendes plus sévères à certaines catégories. Et donc, dans le cas du COVID, évidemment, du COVID-19 et de la pandémie, où la police se sent dotée de pouvoirs exceptionnels, d'ailleurs, c'est le cas, et bien évidemment, le profilage va continuer avec des populations qui sont vraiment prises dans des situations un peu inexorables, comme par exemple les personnes sans abri qui devraient être confinées chez elles. Évidemment, on comprend bien que c'est totalement absurde. Et de donner 1 546 $ de contravention à une personne en situation d'itinérance parce qu'elle n'est pas confinée, c'est évidemment complètement grotesque. Et on enlève en fait, en période de pandémie, avec la panique généralisée et tout le monde qui se prend pour des flics, cette idée qu'en fait les gens devraient quand même garder une certaine marge de manœuvre et d'autonomie de réflexion, de choix et même de prise de risque. Moi, je ne suis pas une personne en situation d'itinérance, donc je ne peux qu'imaginer ce que ces personnes vivent et ce qu'elles pensent. Je fais un peu de la fiction, là, je ne veux pas parler en leur nom, évidemment, mais je peux imaginer que si je suis une personne en situation d'itinérance, je consomme certaines drogues, je peux avoir certains problèmes de santé de toute façon, d'ailleurs des problèmes de santé graves, je me sens isolé psychologiquement, j'ai peut-être des problèmes de santé mentale. Ben, la question de la distanciation sociale pour une espèce de grippe qui est le COVID-19, ça peut être relativement flou et dans mon échelle de priorité, c'est pas la priorité. Ça peut être une décision totalement raisonnable et rationnelle pour ces personnes-là de ne pas tout à fait respecter les 2 mètres. Euh, mais elles vont être quand même criminalisées. Les gens vont trouver ça scandaleux et vont approuver que la police, par exemple, leur donne 1 546 $, ce qui est absurde, en fait, pour ces personnes-là. Et puis, il va y avoir évidemment un croisement avec les autres, donc il y a un croisement avec les autres formes de profilage, mais en situation de pandémie comme ça, là, on voit vraiment ce qui a été, qui est une forme de profilage qui est peu connue, peu discutée. Vous avez des juristes ici à l'Université du Québec à Montréal comme Emmanuel Bernheim, par exemple, ou Guillaume Ouellette qui en parle, ou Forrest Stewart aux États-Unis, par exemple, c'est la police thérapeutique. La police thérapeutique, il y a une sorte de profilage thérapeutique. C'est quand la police, souvent liée à des projets de police communautaire, deviennent aussi des agents socio-sanitaires, on pourrait dire, et qui commencent à intervenir auprès de personnes qui ont des problèmes de santé, peut être des problèmes de santé mentale d'ailleurs. Et là, en fait, ils sont mal équipés pour intervenir au niveau de la santé, mais ils sont évidemment très bien équipés au niveau répressif. Et donc, finalement, souvent, ça dérive d'un côté plutôt que de l'autre. Et on pense qu'ils deviennent des outils utiles pour la santé publique, alors qu'en fait, leur seule capacité ou leur seule compétence réelle, c'est malheureusement la répression. Ce qui donne des cas tout à fait tragiques comme le cas d'André Campbell, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été abattu par la police chez lui alors qu'il était en crise psychotique, pour ce que j'en comprends. Et puis, dans le cas du COVID, c'est que là, la police se prétend spécialiste des pandémies, donc elle intervient chez les gens, elle rentre chez les gens, elle ne pose pas vraiment de questions, elle est vraiment, elle se pense dotée d'une mission, d'une sorte de croisade de salubrité publique, ce qui est très, très problématique. Et puis, ils vont aussi en profiter pour s'en prendre à des groupes marginalisés de point de vue, disons, socio-culturel. Je pense au loft Fatal, dont on a entendu parler un peu, qui est un loft principalement habité par des punks, des artistes punks, bon, des gens marginalisés. Vous avez une quinzaine de policiers qui ont sans mandat, qui sont arrivés au pas de charge, en fait, en courant, pour intervenir cet espace à Montréal. Donc, c'est plusieurs lofts, c'est des bâtiments en béton, c'est des sortes d'entrepôts où des gens vivent. Et là, ils sont partis sans même donner de constat d'infraction. C'était très bizarre. Mais comme s'ils intervenaient face à un groupe criminel dangereux. Et j'ai parlé à une bonne amie qui habite au Fatal. Et si je peux me permettre, je vais vous dire ce qu'elle tire de son expérience. Elle dit, avec des comportements de police comme ça, je suis encore plus parano à chaque fois que je croise un char de flic. Je fige, je stresse, je sue chaque fois que je vois un char de flic parce que je ne comprends plus quels sont leurs pouvoirs. Oui, la brochure, dont on parlera tout à l'heure, la brochure surprise, on a encore des droits, dit qu'ils n'ont pas le droit de rentrer sans mandat, mais ils le font pareil. Et quand tu appelles au poste de police, eux-mêmes disent que c'est juste comme ça maintenant. Il n'y a plus rien, il y a plus rien de clair, c'est flou, c'est épeurant, voilà. Donc ça, c'est une expérience d'une amie du Fatal, donc, qui a été témoin de la situation. Et, et là, on est face clairement à des situations d'abus, quoi, qui croisent en fait différentes catégories sociales. Je ne sais pas si, à ma connaissance, ils n'ont pas fait ça souvent à Westmount, par exemple, dernièrement.
La question: «Quel droit avons-nous encore à la police?» Bon, moi, je ne suis pas juriste, donc première précision, donc je 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 vais vous partager quelques réflexions, mais pas en tant que juriste. Mais quand même pour dire qu'il y a un document donc qui circule, qui a circulé, qui a été produit par, 7 juristes, des femmes qui sont, sur la ligne de front de défense de droits, depuis plusieurs années d'ailleurs. Donc c'est des camarades, c'est des juristes qui sont vraiment impliqués du côté des mouvements progressistes en solidarité avec des groupes, marginalisés, qui ont donc produit une brochure qui s'appelle «Surprise, on a encore des droits. COVID-19, vos droits face à la police», et elle dit s'inspirer directement de la brochure «Surprise, on a des droits» du collectif opposé à la brutalité policière, le COBP, brochure qui est, on pourrait dire, le best-seller jamais égalé de brochures et de zines dans le milieu militant au Québec. Ils sont rendus à leur quatrième édition, je pense, ils ont écoulé des milliers. Euh, et donc, le travail des juristes est très important pour nous montrer quelles sont les modifications au niveau du droit dans le cadre de la pandémie, de l'état d'urgence sanitaire. Mais en fait, sans que ce soit un reproche à cette brochure, en la lisant, j'avais l'impression que le titre était mal choisi parce qu'en fait, c'était plutôt surprise, on n'a plus de droits. Je ne voyais pas tellement quel droit il nous restait en lisant leur brochure. Et il manquait peut-être quelque chose qu'on retrouve dans la brochure du COBP que je vais essayer de rappeler quand même, qui est le côté peut-être un peu plus punk et un peu plus irrévérencieux. Mais en tout cas, le COBP procède dans sa brochure, qui était évidemment pas liée à la pandémie, à l'état d'urgence sanitaire, mais le COBP, évidemment, il rappelait en fait les droits des policiers ou le pouvoir des policiers en situation de fouille, par exemple, ou de perquisition ou d'arrestation de masse en manifestation. Mais à chaque fois, le COBP faisait l'effort, en fait, de rappeler certains conseils. Et donc, évidemment, le COBP, le collectif opposé à la brutalité policière, insistait pour dire qu'il ne faut pas collaborer avec la police. C'est ce que le COBP dit, je le cite. On peut faire la sourde oreille et continuer paisiblement son chemin, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de répondre à des policiers, sauf si vous êtes en état d'arrestation. S'ils vous disent vous êtes en état d'arrestation. Euh, Par contre, la police, elle, a toujours l'obligation de s'identifier si vous lui demandez, c'est-à-dire que la police a l'obligation de donner son nom et son numéro de matricule, et il ne faut pas hésiter à le demander, ça peut être utile. Euh, donc, le COBP lui rappelle cette règle d'or qui est de garder le silence, que tout type d'information peut être retenu contre vous. Si vous avez vu quelques films policiers, ce qui est probablement le cas, puisqu'on est inondé de films policiers, de séries policières, c'est un véritable fléau d'ailleurs. Mais on est supposé de savoir qu'on peut garder le silence, donc ça continue pendant la pandémie. Euh, Pourquoi il faut demander le nom et le matricule des policiers? Il faut même faire plus, en fait. Vous pouvez, au Canada, on a le droit de filmer, par exemple, ou de prendre en photo des policiers en pleine intervention tant que vous n'entravez pas le travail de la police. Donc, vous pouvez les filmer. Et puis, le COBP conseille qu'après une intervention policière, vous preniez des notes sur ce qui est arrivé, parce qu'en fait, on pense qu'on va s'en rappeler toute notre vie, mais généralement, 2, 3 ans après, ça devient beaucoup plus flou. Et pourquoi tout ce travail? Parce qu'il est tout à fait possible qu'après le COVID-19, il y a en fait des plaintes en déontologie, des recours collectifs, des plaintes au civil et ou tout un ensemble de manœuvres judiciaires, pas toujours très efficaces, souvent très longues, souvent décevantes, mais quand même qui sont quelques outils que l'État libéral donne aux citoyens et aux citoyennes, pas vraiment aux gens sans papier, mais en tout cas aux citoyens et aux citoyennes, pour essayer, ça ne marche pas vraiment, mais de rééquilibrer un peu les pouvoirs face à la police et de réagir face à des abus policiers. Il y a fort à parier, je sais qu'il ne faut pas encourager les gens à parier, mais il y a fort à parier que après COVID, il va y avoir des plaintes contre la police de différentes manières. Et donc, c'est tout à fait utile de suivre les conseils du COBP, qui est de prendre en note toute interaction que vous pourriez avoir avec la police, de voir aussi s'il y a des témoins autour de vous pour éventuellement faire un suivi, comme on dit. Il y a évidemment d'autres moyens de lutter. C'est ça qui est un peu déprimant en ce moment avec la situation, c'est qu'on a l'impression qu'on est écrasé, c'est-à-dire même les partis d'opposition ont eu vraiment pris beaucoup de temps à trouver leur marque. Bon, je n'ai pas beaucoup de respect pour le système parlementaire comme tel, mais en tout cas, les partis d'opposition ont eu de la difficulté à comprendre comment ils pouvaient jouer leur rôle dans le système parlementaire actuel. Les médias sont très candides, quand en plus ils ne demandent pas tout simplement que l'État ait encore plus de pouvoir et que la police ait encore plus de pouvoir. Et donc, les mouvements sociaux, là-dedans, qu'est-ce qu'ils peuvent faire face à la police et face à la situation? C'est très compliqué. Je suis pas devin, je peux pas. Mais on voit un peu ce qui se passe ailleurs. Ce qui est clair, c'est que dans les endroits où il y a des mouvements sociaux, disons, radicaux, anticapitalistes, autonomes, qui étaient très bien implantés, très bien développés,
il y a des choses qui se passent justement grâce à ça. Donc, on pense à la Grèce, par exemple, où, où les groupes, les réseaux communistes et les réseaux anarchistes sont très, très forts. En Europe, c'est pour le moment là où c'est le plus fort, surtout en solidarité avec les migrants et migrantes d'ailleurs. Et donc, ils ont rapidement réagi en situation de pandémie pour activer des réseaux de solidarité, pour fournir des biens essentiels, de la nourriture, etc. En Allemagne, à Berlin, où il y a une vieille tradition de squat, ils ont occupé des bâtiments inoccupés pour loger des sans-abri. Le réseau des femmes, le réseau des féministes est très actif en ce moment dans les réseaux des refuges pour femmes violentées. Et donc, et par rapport à la répression spécifiquement, au début, il y a eu des émeutes dans des prisons en Italie. Et ici à Laval, dans le centre de détention des personnes réfugiées, il y a eu des grèves de la faim pour être libérées, en fait, puisqu'elles sont accusées de rien. Et il fallait voir sur le site de Solidarité sans frontières pour voir un peu quelle était cette campagne de grève de la faim. Et, euh, et donc, il reste encore quelques moyens de lutte. C'est très décevant et très frustrant, évidemment. Euh, la convergence des luttes anticapitalistes, la CLAC, pour le 1er mai, appelait à ne pas se descendre dans la rue, mais à utiliser par exemple nos balcons pour dérouler des bannières ou évidemment le web. Et il reste encore des graffitis. Et donc, près de chez moi, j'ai vu un graffiti qui redonnait un peu d'espoir, même s'il était peut-être trop optimiste. C'était quand tout reprendra, nous reprendrons tout.